Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur la gestion du stress. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer son stress. C'est le premier cours que je mets en place. Je vous le mettrai en accès sur YouTube pour que vous puissiez le regarder. Faites des commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça va pas, ce que vous auriez voulu, ce que vous attendiez de ce cours, si le son est bon, si l'image est bonne, si tout vous convient. Voilà, surtout n'hésitez pas. Mettez-moi tout ce qui pourra améliorer ce cours. Donc là, c'est un format où je vais parler tout seul. Je verrai plus tard si on peut faire des cours via un autre format, donc c'est-à-dire plus via Zoom ou quelque chose comme ça, et si on peut faire ça tous ensemble. Pour l'instant, voilà, je fais un cours qui va certainement être un petit peu magistral. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça le plus dynamique possible, et puis voilà, vous me faites vos retours, et avec vos retours, je pourrais en faire quelque chose. C'est la première fois que je fais ça, donc il faut quand même que je me lance un petit peu. Donc c'est pas forcément facile. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. Alors, la gestion du stress, hop, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est le stress? Alors, du coup, je vais faire un petit peu les questions, les réponses, comme j'ai personne en face de moi. Du coup, le stress, c'est quoi? Alors, souvent, ce qu'on me dit, c'est bien ou c'est pas bien. C'est les deux réponses que j'obtiens la plupart du temps. Beaucoup de gens me disent c'est pas bien, ça me fait perdre mes moyens, etc. Et il y a des gens qui disent oui, après le stress, ça peut être bon, etc. Effectivement, alors généralement, on lui donne plutôt le nom de trac quand c'est comme ça. On lui donne beaucoup moins le nom de stress. euh, et on parle d'un stress positif. Alors, le stress, c'est une réaction physiologique. Ça veut dire que c'est quelque chose que quoi que vous fassiez, vous pourrez jamais l'enlever de votre vie. C'est quelque chose qui est là depuis les débuts de notre évolution. À l'époque, on était des grands primates. Donc, il se passe un truc dans notre corps. Ça envoie des hormones en fonction des situations qui se présentent à nous. Et on a une réaction physiologique. Chaque personne va réagir différemment au stress, c'est-à-dire que votre copain à côté, il peut trouver une situation totalement banale, et vous, vous pouvez la trouver totalement stressante. Ça, voilà, chacun réagit différemment en fonction des situations. On a des symptômes plus ou moins élevés en fonction de ce qu'on fait. Certaines personnes ont des symptômes très violents, et d'autres ont des symptômes beaucoup plus maîtrisés, etc. Comment le reconnaître? Alors, du coup, pour reconnaître votre stress, il y a plusieurs façons de faire. En général, on tremble un peu, il y a beaucoup de réactions, voilà. Mais souvent, on se sent pas bien. Déjà, on se sent pas forcément très bien. On a beaucoup de réactions différentes. On va les voir après un petit peu. Mais voilà, on se sent pas bien. C'est quelque chose qui nous arrive à des moments où on n'a pas spécialement envie d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose d'un petit peu compromettant pour nous. Donc, il y a plusieurs moyens de le reconnaître. Mais voilà, en général, on se sent pas bien. On a des palpitations, on a le cœur qui s'emballe, on a la respiration qui s'accélère, ce genre de choses. Voilà, on se sent vraiment dans un état anormal. Alors, les situations stressantes, il y en a plusieurs. Alors, d'habitude, je pose la question, bah, qu'est-ce que vous connaissez comme situation stressante? Est-ce qu'il y a plusieurs types de situations stressantes? Là, j'ai un petit peu toutes les réponses possibles et imaginables. J'ai les examens, les cours, un rencard, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands types de situations stressantes. Il y a les stresseurs absolus, c'est-à-dire les situations stressantes dans lesquelles tout le monde est stressé. Un accident de la route, une catastrophe naturelle, etc. Vous n'avez pas un mec qui va vous dire ouais, moi, les accidents de la route, ça me fait rien si j'en viens, normal, tout va bien. Ce serait très étonnant. Après, tout existe, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est absolument insensible à tout et n'importe quoi. Mais voilà, on va dire que les stresseurs absolus, c'est je suis dans un environnement très froid, j'ai pas de quoi me couvrir, je crève de froid. Tout le monde est stressé et se dit qu'est-ce qui va m'arriver. C'est l'idée. Et après, on a les stresseurs relatifs. Donc, ceux-là sont particuliers à chacun. Et ça dépend un petit peu de votre vécu, de comment vous ressentez les choses, de comment vous vivez les choses d'une manière générale. Donc ça peut être les examens. Par exemple, je suis très stressé pour les examens. Ou ça peut être, je suis très stressé pour un rencard amoureux, je suis très stressé pour apprendre quelque chose de nouveau, etc., etc. Voilà. Chaque personne va ressentir le stress différemment en fonction de ça. Donc vous avez des personnes qui, pour un rencard amoureux, tout va bien dans leur vie. Ils se sentent très bien, ils se sentent très à l'aise, ils sont très confiants, ils ont confiance en eux à ce moment-là. Et par exemple, pour un examen, ils vont perdre leurs moyens, ils n'ont aucune confiance en eux. Et vous avez une deuxième personne, ça va être exactement l'inverse. Donc ça, voilà, c'est les deux types de situations stressantes. Les stresseurs absolus, les stresseurs relatifs.
Donc vous avez ces deux-là à différencier. Donc c'est-à-dire qu'un stresseur absolu, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Les stresseurs relatifs, vous allez pouvoir plus les travailler. Quels sont les agents stressants? Alors, là, on cherche des généralités. On cherche à identifier quels sont des groupes d'agents stressants. Donc, c'est-à-dire qu'on évite de chercher des situations particulières. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous savez quels sont les différents facteurs de stress, les différents groupes de facteurs de stress qui peuvent se présenter à vous? Alors, il y en a quatre. Est-ce que vous avez la moindre idée? Alors, souvent, les gens ne les trouvent pas, ils ont beaucoup de mal parce que c'est pas quelque chose qui vous est enseigné en cours. Alors, à part si vous avez fait des recherches personnelles, c'est assez rare que vous connaissiez la réponse, tout simplement. Donc, il y en a quatre. C'est ce qu'on appelle le ciné. Chaque lettre représente une catégorie. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner un petit peu ce que c'est? Le C, le I, le N et le E. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire poireauter 20 000 ans. Mettez la vidéo en pause si vous voulez y réfléchir et proposer des choses. Et voilà, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, tout simplement, pour répondre aux questions que je pose. Même si bah, vous n'aurez pas une réponse instantanée, mais voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Essayez de réfléchir de votre côté et vous dire, bah voilà, moi je suis stressé à telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que ça correspondrait pas à un groupe de choses, etc. Voilà, essayez de personnaliser le truc. Alors, du coup, on y va. Le C, c'est contrôle. Donc, c'est quand on perd le contrôle dans une situation. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Un exemple simple, vous montez en voiture avec quelqu'un qui conduit, vous ne savez pas comment cette personne conduit, vous perdez le contrôle. Vous ne contrôlez pas votre véhicule. Ça, on le voit très souvent. Alors moi, dans mon métier, bah, on le voit avec les parents. Les parents sont stressés souvent par cette perte de contrôle. En conduite accompagnée, ils arrivent avec leurs enfants. Ils n'ont jamais vu leur enfant conduire, ou une fois ou deux lors du truc. Ils sont pas très confiants. Et du coup, voilà, il n'y a aucun contrôle sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, voilà, vous pouvez vous retrouver avec des parents très stressés. Ou pas du tout. S'ils sont pas sensibles à la perte de contrôle, ils peuvent le prendre très bien. Mais si le parent est sensible à la perte de contrôle, bah voilà, ça va être une situation très malaisante pour lui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez en trouver plein, hein. Vous pouvez monter en voiture, vous aimez bien conduire, vous aimez avoir le contrôle là-dessus. Si vous montez avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas conduire, et qui commence à conduire comme vous n'aimez pas, vous n'avez aucun contrôle sur sa conduite, ça peut être très stressant pour vous, par exemple. Alors après, là, moi, je le remets à mon métier, donc à la route, mais vous pouvez le mettre à n'importe quelle situation, hein. Si vous avez un projet de groupe et que vous déléguez la rédaction à un membre du groupe, mais que vous l'avez jamais vu trop rédiger et que vous avez l'habitude de tout faire vous-même, voilà. Généralement, les gens qui n'aiment pas perdre le contrôle sont des gens qui font tout eux-mêmes, qui ont beaucoup de mal à déléguer d'ailleurs. C'est quelque chose qui leur est souvent compliqué. Le I, c'est l'imprévisibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup sur la route. En route, il y a des tonnes de situations imprévisibles. Vous en avez une multitude, mais alors vous en avez plus qu'il n'en faut. Voilà, c'est pas trop un problème de trouver ça sur la route. Donc les gens qui sont stressés par l'imprévisibilité, ça peut être je suis au travail, en cours, et on me demande de faire quelque chose de totalement inhabituel. Voilà, je devais aller travailler, je devais aller en cours, je devais avoir tel cours, et puis finalement, le cours n'a pas lieu, j'en ai un autre à la place que j'ai pas du tout pu préparer, ou etc., ou je n'étais juste pas préparé mentalement, hein, j'ai pas forcément fait quelque chose de précis avec ce cours, hein. C'est pas que je prépare mes cours, par exemple, voilà, vous allez en cours de chimie, vous n'avez pas spécialement préparé ce cours, vous l'avez juste relu le dernier cours. Là, on vous dit, bah finalement, le prof de chimie, il n'est pas là, on va remplacer ce cours par un cours de maths, français, ce que vous voulez. Vous n'avez pas relu votre cours, voilà, ça vous stresse. Pareil dans le monde du travail, vous deviez bosser sur un projet, puis finalement, on vous dit non, le projet, là, on le met en stand-by, fais celui-là, il est très urgent. Ça peut vous stresser. C'est un des facteurs de stress communs. Ensuite, on a le N, donc c'est la nouveauté. Donc la nouveauté, c'est tout ce qui est nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Là, par exemple, vous voyez, avant de commencer cette vidéo, j'avais du stress. J'avais du stress de la commencer. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, tout simplement. J'ai tourné un peu en rond. Je savais ce que je devais faire. Je connais mon cours, je l'ai déjà pratiqué, donc je sais mon truc. Mais voilà, c'était nouveau de le faire sous ce format-là. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer dedans. Et bah, j'en suis là, je le fais. J'ai osé le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, je traînais même là pour mettre en place mon setup, machin, etc.
j'ai vérifié 30 000 fois les trucs alors que je sais très bien ce que je devais faire. Dans l'idée, je sais très bien où je devais aller, je sais très bien ce que je devais dire, je sais très bien, etc. Mais ça me stressait, c'était nouveau, donc j'ai un petit peu de stress vis-à-vis de la nouveauté. C'est passé, une fois que je me suis lancé dans le truc, ça va mieux. Souvent, c'est ça, le stress, voilà, quand on sait le gérer, souvent, ça, on a un stress un peu avant, et une fois qu'on est dedans, ça va. Quand on gère mal son stress, quand on ne sait pas gérer son stress, en général, avant, on stresse pas trop, et une fois qu'on est dedans, c'est la panique. Voilà, ça c'est une mauvaise gestion du stress, par exemple. Donc la nouveauté, voilà, ça peut être tout ça. Vous êtes en cours, vous allez attaquer un nouveau sujet, en aviez jamais entendu parler, etc. Voilà, une nouvelle notion, un nouveau truc, ça vous stresse, c'est une possibilité. Donc voilà, tout ce qui a trait à la nouveauté. Et ensuite, il y a le dernier, un des plus importants, l'ego. La perte d'ego. Donc ça, c'est souvent c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on met en doute vos capacités. Par exemple, par le biais d'un examen. Permis de conduire. On met en doute vos capacités. Nous, on vous a fait une formation, vous êtes bien, vous êtes prêt, on vous envoie au permis, c'est parce que vous êtes prêt. Donc vos capacités pour nous, votre enseignant, sont suffisantes pour aller à cet examen. Vous êtes prêt, il n'y a pas de problème, vous savez conduire. Nous, on a fait notre taf, vous avez fait votre taf, on a travaillé ensemble. Euh, vous êtes top, grosso modo. Vous avez un niveau suffisant, on vous a appris à conduire, on vous a appris à vous comporter sur la route. Et là, l'examen, en gros, il va contrôler cette capacité. Il va contrôler non seulement la vôtre, il va contrôler aussi la mienne. Donc on met en jeu l'ego. Et c'est souvent ce qui fait la perte de moyens. C'est l'un des facteurs les plus présents souvent en France. On nous apprend pas trop à gérer ça. C'est lié à la notion d'échec. Je vous prends un cours sur l'échec. Donc là, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros, on gère très mal l'échec. En France, on nous apprend pas à gérer l'échec, on nous apprend pas à gérer le stress, on nous apprend pas. Voilà, il y a des pays où vous avez des cours sur ces choses-là. En France, c'est pas trop un truc qui est super développé, notamment à l'école. Voilà, on vous en fait pas. Je pense pas que vous ayez un prof qui vous ait dit, venez, on va apprendre à gérer votre stress, à gérer votre ego, à gérer ce genre de choses. Donc la perte d'ego, voilà, ça se représente beaucoup par les examens, c'est l'un des meilleurs exemples qu'on peut montrer. Ça peut être aussi dans votre situation de tous les jours. Vous êtes en couple, vous avez votre compagnon, votre compagne, peu importe, qui vous demande de faire quelque chose et qui vous dit fais attention, fais-le bien parce que je te connais toi, hein. Perte d'ego, vous vous énervez, vous vous engueulez avec votre truc. Voilà, bah, en fait c'était du stress, tout simplement. Et le stress lié à l'ego. Des fois, voilà, vous avez des disputes de couple comme ça, parce que la personne a remis en doute votre capacité, je sais pas, à étendre le linge. C'est une bêtise. Vous dites, une fois que vous posez la situation à plat 2 heures après que l'énervement est passé, vous dites, mais c'est pas utile de s'énerver pour ça. Et en fait, vous n'êtes pas énervé pour le linge. Vous êtes énervé parce que la personne a mis en doute votre capacité à faire cette chose. Parce qu'elle sait que bah, c'est pas votre truc, etc., etc. Mais voilà, ça peut être une situation que vous rencontrez régulièrement. Donc ça, c'est nos 4 agents. Ça vient toujours de là. C'est-à-dire que lorsque vous avez du stress, et le stress, il est lié à plein de choses, hein, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agents stressants dans votre vie. Le stress apparaît très souvent, même dans des situations mineures. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme stress, mais vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, le stress apparaît très souvent dans votre vie, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. C'est pas seulement, voilà, je passe un examen, je suis liquéfié, je perds mes moyens. Oui, ça, c'est du stress. Mais vous avez aussi des micro-stress dans votre vie qui mènent, par exemple, à une dispute de couple. C'est lié au départ, souvent, à du stress. Voilà, une réaction au stress. Alors, est-ce que vous savez à quoi sert le stress? Pareil, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer d'y répondre si vous voulez. Ça peut être sympa, je sais pas. Essayez, si ça vous plaît ou pas. Donc le stress, ça sert à plein de choses et c'est essentiel à notre vie. On en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Le stress, c'est très important. C'est là depuis le début de notre évolution. Ça sert à mobiliser de l'énergie. Bah, pourquoi on stressait il y a très très longtemps, quand on était en phase de devenir des hommes et qu'on était encore des primates, mi-chemin entre les deux, bah, il fallait bien réagir à des situations très compliquées. Vous alliez chasser le mammouth,
Alors, je vous expliquerai à la fin pourquoi je parle beaucoup du mammouth. Mais voilà, si vous alliez chasser le mammouth, pardon, c'était une situation assez stressante. Il fallait vraiment gérer le truc parce que bah, vous pouviez mourir tout simplement. Donc, il fallait mobiliser de l'énergie. Donc, ça sert à transformer toute l'énergie latente dans votre corps en énergie effective. Donc, vous allez pomper dans vos graisses, vous allez pomper dans vos réserves d'énergie diverses et variées. Et l'apporter à vos muscles, à votre cerveau, etc. Ça sert à se préparer à fuir. Vous êtes tout seul dans une plaine, un mammouth vous charge, il faut s'enfuir, dans l'idée. Donc, pour s'enfuir, eh ben, du coup, on a besoin de stresser. On a besoin de mobiliser sur cette énergie pour courir plus vite, plus longtemps, qu'en temps normal. Ou se préparer à combattre. Je sais pas, à l'époque, on était des grands singes. Un autre singe envahit votre territoire, il veut prendre votre place, ben, il va falloir se battre. Ou fuir. Vous avez le choix, hein, mais s'il est vraiment trop fort pour vous, par exemple, vous pouviez fuir. Mais vous pouviez aussi combattre. Et donc là, pareil, il faut mobiliser de l'énergie. Hop. Voilà. Que se passe-t-il dans notre corps? Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui va se passer dans notre corps. Donc, il se passe beaucoup de choses. Il se passe tout ça. Pardon, je ne vous ai pas dit que vous auriez pu mettre la vidéo en pause avant de faire ça. Bon, c'est pas grave. Donc, boost du système cardiovasculaire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur s'accélère de façon à envoyer le sang beaucoup plus vite dans notre corps, à nos muscles, etc., à notre cerveau, tout ça. On resserre les artères et on dilate les veines. C'est tout ce qui se passe dans notre corps. Ça sert simplement à avoir un flux sanguin très élevé. Une respiration approfondie, donc nos narines s'écartent, nos poumons se dilatent, notre gorge se déploie de façon à faire rentrer beaucoup d'air d'un coup dans notre corps, beaucoup plus qu'en temps normal. Bah voilà, on a besoin d'oxygène pour, c'est lié, hein, pour être efficace, on a besoin d'oxygène. Donc du coup, on a besoin de faire circuler l'air dans notre corps beaucoup plus intensément. Nos sens s'aiguisent, c'est-à-dire que notre ouïe est plus fine, notre vue est plus perçante, notre sens de l'odorat est plus développé. Par exemple, il y a un feu, je vais respirer et voir un petit peu ce que ça donne à ce moment-là. Donc du coup, il faut voir un petit peu tout ça. Donc nos sens sont aiguisés à ce moment-là. Voilà, tous nos sens sont aiguisés. Notre sens du toucher est beaucoup plus aigu. La digestion est interrompue. Alors ça, c'est un truc important. Souvent dans les facteurs enfin dans les effets du stress, on a j'ai mal au ventre. C'est un truc que j'entends très régulièrement. Le j'ai mal au ventre est vraiment très présent. Et du coup, bah, voilà, c'est parce que votre digestion s'interrompt. Donc si vous avez mangé un truc bien lourd, bien riche, avant de faire un truc qui pour vous est stressant, vous allez le ressentir. Donc, par exemple, il faut mieux éviter de manger trop lourd avant d'aller dans une activité stressante. Ça vous évitera ce genre de choses. La peau qui change. Alors votre peau va resserrer les pores. Pourquoi? Bah, parce qu'à l'époque, bah, c'était dangereux. Donc du coup, en cas de saignement, votre peau est resserrée. Et du coup, ça va limiter le saignement. C'est l'idée. Le système reproducteur et le système immunitaire se mettent en veille. Alors, pourquoi? Votre... Pareil, c'est dans l'idée de survivre à une situation très complexe, très dangereuse. Donc du coup, bah, que vous puissiez vous reproduire ou vous protéger contre les microbes, on s'en fout un petit peu dans l'immédiat. Si vous devez fuir un mammouth qui vous charge, que le mammouth, voilà, c'est le plus important, c'est de fuir le mammouth. Qui a un virus qui passe par là à ce moment-là, votre système immunitaire, il s'en fout un peu. Donc il met les deux en veille pour alimenter votre corps, vos muscles, votre cerveau en énergie. Et comme voilà, la digestion, le système reproducteur et le système immunitaire, c'est des trucs qui consomment énormément d'énergie, bah on les met en veille et on booste autre chose. Un peu comme en ordinateur, par exemple, si vous êtes en train de faire du montage photo, il va mettre en tâche, en veille, des tâches sans importance, de façon à vraiment se concentrer sur le montage photo. Par exemple, vous pouvez programmer votre ordinateur pour qu'il se déconnecte du Wi-Fi et mettre en veille votre antivirus, parce que l'antivirus est énergivore sur un ordinateur, et ça va vous permettre de faire travailler plus vite le montage vidéo, le montage photo, etc. Et enfin, on a un boost de la mémoire. Alors, votre mémoire se booste énormément à ce moment-là. Alors, et vous allez me dire,
Oui, mais attends, moi j'ai des pertes de mémoire quand je suis stressé et je me souviens de rien. C'est normal. Votre mémoire est boostée dans le sens emmagasiner de l'information et non pas dans le sens chercher de l'information. C'est-à-dire que les charges de mammouth, vous n'avez pas forcément spécialement envie de les revivre. C'est pas un truc agréable. Et votre cerveau, il se dit, d'une, je vais emmagasiner toutes les informations possibles pour que ça ne se reproduise pas et éviter cette situation. Et deux, je vais emmagasiner un maximum d'informations pour que le jour où ça se reproduise, si je survis à ça, que je puisse mieux gérer cette situation et moins être en danger, tout simplement. Et il va se booster également pour aller chercher dans votre mémoire ce qui a un rapport direct avec la situation. Donc, votre cerveau, il est coincé dans ce stage-là, il est coincé dans ce stage primaire où on n'était pas encore des humains, enfin, des humains, on n'était pas encore des hommes, où on réfléchissait pas de manière consciente, où on était vraiment, voilà, dans l'instinct animal et où on faisait les choses. Donc du coup, il fait ça. Donc du coup, imaginons que vous êtes dans un examen de votre bac, vous êtes devant votre copie blanche, votre cerveau, il a tendance à chercher toutes les informations, vous êtes déjà retrouvé dans une copie blanche avec un sujet, ce qui vous sert à rien dans l'immédiat. Parce que ce que vous avez besoin de vous rappeler, c'est le moment où vous étiez tranquille à la maison en train de lire votre cours, ou les moments où vous étiez en cours avec votre prof qui vous parlait, euh, il vous disait tous ces machins, etc. Et du coup, là, bah lui, pour lui, c'est pas la même chose, donc il se rappelle pas de ça. Donc voilà, c'est un petit blocage qui fait que le stress ne vous aide pas à ce moment-là. Pourtant, votre mémoire est très efficace à ce moment-là. Mais votre cerveau, lui, il cherche une situation similaire. Donc c'est pour ça que souvent on a des trous de mémoire. Hop. Alors, le stress aigu. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le stress aigu? Donc il y a plusieurs types de stress. Le premier, c'est le stress aigu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors toujours pareil, n'hésitez pas à mettre en pause, à réfléchir et actuellement me répondre pour travailler cet exercice et le rendre un petit peu plus vivant parce que bah, c'est vrai que de m'entendre parler pendant je ne sais combien de temps, ça risque d'être long. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à faire peut-être à rendre ça un petit peu plus dynamique pour que ce soit un petit peu plus sympa pour vous. Alors le stress aigu découle d'une situation ou d'un événement spécifique. Voilà, tout simplement un examen, un rencard amoureux, une situation nouvelle, etc. Il est bon pour nous. Donc, c'est-à-dire que bah, il booste notre corps. Le stress, c'est bon pour notre santé. C'est bon pour nous, pour nous aider à gérer cette situation. Il est là pour nous aider à gérer cette situation. Une fois qu'on le gère et qu'il ne prend pas des proportions démentielles, c'est bien. Il est utile, il maintient notre système de stress efficace. Donc, c'est-à-dire que le stress, euh, c'est comme beaucoup de choses dans notre corps. Bah, s'il y a quelque chose qu'on n'utilise jamais, ça rouille, entre guillemets, ça s'utilise moins bien, etc. Voilà, si vous faites jamais de sport, par exemple, et que demain vous décidez de vous mettre à la course à pied, vous sortez, vous faites votre course à pied, le lendemain, vous avez des courbatures dans tous les sens, vous êtes mort. Et c'est normal. Bah, ça fait longtemps que vous n'avez pas sollicité vos muscles, votre corps, il se dit, nous, ce qu'on fait souvent, c'est du canapé, tranquille. Comme moi, par exemple, hein, je fais très rarement du sport. Quand j'en fais, mon corps, il est pas prêt, hein, il est vraiment pas prêt. Bah, c'est pareil. Si vous ne stressez jamais, que vous fuyez tout le temps les situations de stress, bah, votre système de stress, il, euh, il est moins efficace. Et le jour où vous en avez besoin, il sera moins efficace, tout simplement. Il sera toujours là. C'est pas quelque chose qui va disparaître, hein. C'est quelque chose qui va rester en place, mais qui, bah, pour rester optimal, doit être utilisé de temps en temps. Donc ça, c'est le stress aigu, c'est-à-dire, voilà, j'ai un examen, je stresse. Dans l'idée, tout va bien. Il faut le gérer, il ne faut pas que ça prenne des grandes proportions, mais c'est une bonne chose. Et après, on a le stress chronique. Donc ça, c'est le stress problématique, c'est quand on est stressé tout le temps, en gros, hein. Donc, exposition prolongée répétée à des situations stressantes. Donc ça veut dire, par exemple, je fais des études qui me plaisent pas, très simplement. Je me suis lancé, je sais pas, dans des études de médecine, je pensais que ça allait me plaire, et puis au final, bah, je m'aperçois que c'est énormément de travail, que j'ai du mal à suivre, je me sens pas super bien, super à l'aise dans ce truc-là, et j'ai envie de d'arrêter, mais j'ose pas, et voilà. Mais je reste dans ce truc-là, je reste dans ce truc-là, et je prends pas une vraie décision, je me dis, je mets pas un stop à ça,
Et du coup, je stresse tous les jours, tout le temps, avant d'aller en cours, je stresse. Avant chaque examen, je stresse. Avant, voilà, c'est pas je stresse pour une situation. Je stresse tout le temps. Ça peut être un travail qui ne vous plaît pas. Vous faites un travail qui ne vous plaît pas, ou qui vous surstresse parce qu'il y a énormément de choses, on vous en demande trop, on vous met trop de pression, etc. Donc du coup, voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est très mauvais pour la santé. Parce que votre organisme, il s'épuise. On a vu aussi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas qui marchaient moins bien. Votre système immunitaire est en berne. Donc du coup, il est moins efficace en permanence. Vous êtes peut-être plus malade tout le temps. Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et ça peut entraîner des maladies physiques et des maladies mentales. Alors, je ne vais pas toutes vous les lister, mais vous en avez beaucoup. Vous avez le diabète, par exemple. Ça peut être étrange, mais en fait, comme notre corps, quand on stresse, transforme notre graisse en sucre pour alimenter nos muscles, et que si vous allez au travail et que vous travaillez dans un bureau avec un patron qui vous pourrit la vie, par exemple, vous en faites rien de cette énergie. Et le sucre, il reste dans votre corps, en fait. Et du coup, ça peut entraîner, par exemple, du diabète. Les maladies mentales, c'est tout ce qui est lié à la dépression et éventuellement plus grave, etc. Burnout, ce qu'on appelle burnout, etc., etc., etc. Vous avez beaucoup, beaucoup de maladies qui sont liées à ça. Et donc voilà, ça va mettre votre santé en péril, mentale et physique, les deux. Vous pouvez retrouver avec les deux. Euh, donc, le stress chronique, c'est vraiment quelque chose de mauvais pour votre santé. Le stress aigu, aller à un rencard, être stressé, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, une fois que votre rencard il est passé, votre stress il redescend, il est plus là. Le stress chronique, si vous êtes stressé par votre travail, par votre patron, par un collègue de travail, par vos études, par un professeur, etc., votre professeur il changera pas. Il va rester là. Votre patron il changera pas. Il restera là. Donc il va falloir faire quelque chose. Parce que subir cette situation encore et encore, voilà, vous êtes en permanence stressé, et ça c'est très mauvais pour votre santé. Peut-on éliminer le stress? Alors là, majoritairement, ce que vous me répondez, c'est non. Et effectivement, c'est vrai. On ne peut pas s'enlever le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est naturel, qui est là pour nous aider. Et donc forcément, l'enlever, ça voudrait dire être arrêter d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des primates, parce que c'est ce qu'on est à la base. Donc du coup, s'enlever le stress, c'est s'enlever notre humanité en quelque sorte. Donc non, on va devoir vivre avec notre stress, tout simplement. C'est impossible. Et il faut apprendre à vivre avec. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ce stress, il faut le comprendre. C'est quelque chose qui nous alerte aussi sur nous-mêmes, hein, d'une manière générale. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et on va voir, hein, on a plusieurs méthodes, je vais vous les donner. Mais voilà, il faut apprendre à vivre avec, tout simplement. Peut-on facilement enlever son stress? Est-ce que c'est facile d'arrêter de stresser? Je vous laisse répondre. La réponse que vous me donnez très souvent, c'est non. Et c'est vrai. Il n'y a pas de méthode facile pour enlever son stress. Tout ce que vous trouverez sur Internet, on trouve beaucoup de choses hein, qui sont à la fois vraies et fausses. Des fois, il y a des trucs complètement aberrants, des fois, il y a des trucs vrais. Mais voilà, c'est pas facile d'enlever son stress. Il y a plein de solutions, mais on va les voir ensemble et on va un petit peu toutes les lister et on va faire un petit peu le point. Mais voilà, ça n'a rien de facile d'enlever son stress et d'apprendre à le gérer, du moins sur le long terme. Existe-t-il une solution universelle? Je viens d'un peu de répondre à cette question. Non. Euh, Chacun va trouver sa petite sauce à lui. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui fait que on ne peut pas vraiment l'enlever facilement. C'est qu'il faut trouver sa propre solution pour enlever son stress. C'est ça qui est très, très, très important dans cette histoire-là. C'est qu'il faut vraiment trouver sa propre petite sauce. Vous avez plein de gens qui vous disent qu'il faut faire du sport. Oui, c'est vrai, faire du sport, hein, ça diminue le stress. Pour certains, pas pour d'autres. Moi, faire du sport, ça me déstresse pas. Personnellement, hein, si je suis stressé et que je fais du sport, ça me déstresse pas. Faire du sport régulièrement ne va pas m'aider à gérer mon stress dans ma vie, il faut que je le gère autrement. Il y a des gens, il faut plein de choses. Voilà. Chacun a sa petite méthode et il faut que vous la trouviez. Il faut que vous alliez vers ce stress, il faut que vous le compreniez et il faut que vraiment vous vous disiez, voilà, c'est comme ça que moi je gère mon stress. Et peu importe la façon dont vous y allez. J'ai un ami qui est maître d'armes, il travaille en escrime, et il avait une petite en compétition qui
était toujours stressée avant une compète. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'arrivait pas à le gérer. Et cette petite, elle allait très souvent aux toilettes, elle allait pisser 10 fois avant d'attaquer sa compète. Et lui, il lui répétait, mais arrête, 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 ça t'aide pas, ça te fait te stresser, etc., etc., etc. Et forcément, bah, ça ne marchait pas. Et puis un jour, il a arrêté de faire ça. Et il lui a plus rien dit. Il a dit, écoute, si t'as besoin d'aller faire pipi 10 fois avant d'attaquer ton combat, bah vas-y, va faire pipi 10 fois. Et à partir de ce jour-là, ça a été beaucoup mieux. Et son stress s'est géré. Donc, n'écoutez pas les gens, voilà, qui vous disent, mais ne fais pas ça, ça va te stresser encore plus. Écoutez-vous, c'est vous qui gérez votre stress. C'est votre stress. Vous avez votre propre manière de le gérer. Voilà, on n'est justement plus des primates. Donc, chacun va trouver sa petite méthode. Comment s'adapter au stress? Alors là, on va voir tout un tas de trucs. On a une adaptation centrée sur les problèmes. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On regarde le problème un petit peu sous tous les angles et voilà. On a une adaptation centrée sur les émotions. Donc là, on va se centrer sur ce qu'on ressent et voilà, on va généralement utiliser nos émotions pour gérer le stress. Et on a une adaptation efficace. Les deux premières, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas forcément les meilleures solutions pour gérer notre stress. Des fois, ça peut suffire, mais des fois, non. Alors, on va les passer en revue toutes. Donc, l'adaptation centrée sur les problèmes. On va analyser la situation, travailler plus fort, appliquer les leçons apprises précédemment, etc. Euh, donc, du coup, analyser une situation. Exemple, mon patron me met la pression. Mon prof me met la pression. Est-ce que c'est justifié, déjà? Est-ce que déjà je peux regarder le truc et me dire, est-ce que c'est justifié? Voilà, c'est la première des choses. Déjà, il faut se remettre en question. Oui ou non? Euh, il est évident que si je vais en cours et que le cours ne m'intéresse pas, ouais, je peux peut-être faire un effort. Voilà, je peux peut-être faire un effort, je peux peut-être travailler plus, je peux peut-être écouter mieux, je peux peut-être en faire plus, etc., etc. Je peux me rendre compte que je m'investissais pas assez dans ce truc-là. Parce que je pensais que je m'investissais assez, et puis en fait, bah, non, je m'investis pas assez, donc il faut que je travaille plus fort, que j'applique les leçons apprises précédemment. Voilà, il m'a donné des méthodes, puis bah, j'en ai un peu fait qu'à ma tête, j'ai voulu essayer mes propres méthodes. Bon, ça marche pas. Voilà, je vais appliquer les méthodes qu'il m'a dites pour essayer d'être plus performant, etc. On peut parler à quelqu'un qui peut nous aider, un médiateur, un autre élève, un collègue de travail, un RH, etc. Ce que vous voulez, voilà, vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un qui va vous aider à travailler sur cette situation. Est-ce que c'est néfaste à long terme? Très probablement. C'est-à-dire que bah, au début, voilà, vous pouvez mettre en place des choses, vous rendre compte que c'était un petit peu de votre faute si votre patron était un petit peu dur avec vous, et voilà. Après, vous pouvez aussi vous rendre compte que bah, ce que vous faites ne vous plaît pas. Et là, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez travailler aussi fort que vous voulez, ça ne vous plaira jamais. Euh, donc vous pouvez continuer à faire ce truc-là indéfiniment, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que bah, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Donc, travailler plus fort, oui, ça peut être quelque chose de bien si vous voyez que bah, ce que vous faites vous plaît, que vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, et qu'effectivement, bah, vous vous êtes un petit peu reposé sur vos lauriers à une période, et que voilà, vous pouvez mettre un coup de boost, ça peut être bien. Donc ça, c'est une des premières choses. Une adaptation centrée sur les émotions, c'est un petit peu le même délire. On va, voilà, faire un petit peu tout ça. Ruminer, imaginer, blâmer, chercher un support, etc. C'est quelque chose qu'on aime bien faire en France. On râle. Voilà, on râle. C'est un petit peu tout ça. Euh, on va se dire, ouais, mais mon patron, c'est un con. Ouais, mais de toute façon, t'as vu comment il me parle. C'est normal que j'y arrive pas. C'est de sa faute, etc. Ça fait du bien, hein. Sur le moment, ça fait du bien. Ça peut être vrai, d'ailleurs, hein. Peu importe que ce soit vrai ou pas, que vous soyez assez remis en question ou pas. Sur le coup, ça vous fait du bien. Vous trouvez quelqu'un à qui parler qui n'aime pas votre patron non plus, qui n'aime pas votre prof. Vous dites à peu près tout ce que vous avez à dire sur lui. Ça vous soulage un petit peu. La prochaine fois que vous allez retourner voir votre prof, la
prochaine fois que vous allez retourner voir votre patron, ça sera la même. Rien n'aura changé. Ça vous aura défoulé, soulagé sur le moment, mais après, au bout d'un moment, c'est pas une solution. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ne vous permettra pas d'aller plus loin. C'est-à-dire, si votre prof, il vous parle mal, si votre patron, il vous parle mal, il faut changer de prof, il faut changer de patron. Au bout d'un moment, voilà. Vous pouvez le traiter de tous les noms quand il n'est pas là, ça restera votre patron. Donc, au bout d'un moment, bah, toutes ces choses-là ne vont pas résoudre votre problème. Elles vont le soulager. Voilà, elles vont le soulager. Et, une adaptation centrée sur les problèmes peut être efficace si jamais, en gros, hein, vous êtes reposé sur vos lauriers et que vous faites plus assez d'efforts. Ça arrive. Des fois dans la vie, voilà, on se lance, on fait un truc, ça démarre bien, on est bon en cours. Hein, on commence, hop, on démarre fort. Et après, on se laisse reposer. Ouh, et là, ouh, petite descente. Ça arrive assez souvent. Donc, j'en reparlerai sur mon cours sur l'échec d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très lié à la notion d'échec. Mais voilà, on se repose souvent sur nos lauriers. Tout le monde le fait, hein. Quand on est bien, bah, on n'a plus envie de travailler. C'est normal qu'on n'ait pas envie de fournir des efforts supplémentaires alors que tout se passe bien, dans l'idée. Et bah, du coup, des fois, bah, à force que tout se passe bien, bah, au bout d'un moment, on ne s'est plus adapté et puis bah, on est devenu moins bon et tout se passe moins bien. Donc, ça peut être une solution. Et ensuite, on a l'adaptation efficace. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de réellement vous adapter à une situation stressante. Il faut être positif. Il faut voir le positif. Quand vous avez une situation, vous avez un patron exécrable avec vous, par exemple, vous pouvez vous dire, ouais, mais par contre, putain, qu'est-ce qu'il me paye bien? Voilà, ça c'est positif. Vous voyez voir le bon côté des choses. Peser le pour et le contre. C'est-à-dire que, bon, il me paye super bien, mais il est super chiant. Est-ce que je peux supporter qu'il soit super chiant pour avoir une super paye? Pas tout le monde peut le faire, hein. Ça, vous allez le choisir. C'est faire un choix. C'est là l'idée de faire un choix, c'est de se dire, oui, je peux, ou non, je peux pas. Je préfère gagner moins, mais être tranquille. Et avoir quelqu'un qui a de la considération pour moi, et qui ne me considère pas comme un employé lambda, qui n'est pas tout le temps en train de me rentrer dedans toutes les 5 minutes, et qui va euh, me permettre de mieux m'épanouir dans ma vie, même s'il me paye beaucoup moins. C'est la notion de faire un choix. C'est-à-dire que quand vous êtes dans quelque chose qui vous stresse en permanence et bah, vous ne pouvez pas rester là-dedans, en fait, tout simplement. Il faut faire un choix, par exemple, changer de travail, changer d'études. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Il va falloir changer. Être objectif. Donc ça, c'est se remettre en question. C'est un petit peu l'adaptation au problème, c'est regarder le problème un petit peu sous tous les angles et voir que nous, on a réellement, voilà, est-ce qu'on a manqué de réactivité? Est-ce qu'on s'est reposé sur nos lauriers? Est-ce qu'on n'a pas fourni assez d'efforts parce qu'on s'est dit ça va passer, etc., etc. Communiquer. Donc, bah, il faut communiquer avec votre patron. S'il est chiant avec vous, peut-être que vous pouvez juste lui dire, écoute, moi, je ne supporte plus la façon dont tu me parles. Ça me stresse, ça met une pression. Si ça continue comme ça, je ne pourrais pas rester à travailler avec toi. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu arrêtes de me parler comme ça. Et là, votre patron, il va vous dire, bah écoute, tu fais un truc qui m'énerve tout le temps, tu fais ça. Là, vous allez vous dire, ah bon, c'est tout. Ça peut se résoudre comme ça. Ça peut se résoudre par une simple communication avec votre professeur, avec votre patron, avec ce que vous voulez. Voilà, communiquer. Des fois, il y a des non-dits, on ne se dit pas les choses. Pourquoi, je ne sais pas. Mais d'aller les dire, souvent, ça les résout. C'est quelque chose qui peut être très, très, très efficace. Communiquer avec la personne. Et des fois, vous pouvez aussi, en communiquant, vous apercevoir que vous êtes absolument incompatible avec la personne. Ce patron-là, il exige de vous quelque chose que vous ne pourrez jamais lui donner parce que c'est pas vous et que ça vous dénature complètement de travailler comme il le voudrait. Euh, et ben, du coup, vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, on s'entendra jamais, on n'est vraiment pas fait pour travailler ensemble. Et ça va vous aider dans votre choix, par exemple. Il faut accepter les choses. Voilà. Ces fois, c'est très difficile d'accepter que on s'est trompé. On a décidé que ce travail-là, il allait nous plaire. On s'est dit, ouais, ça va être génial. On l'a imaginé de telle façon. Et puis, en fait, c'est pas du tout ça.
Donc il faut accepter qu'il faut qu'on s'est trompé, tout simplement. On s'est trompé, on est en échec. On est en échec, on a trouvé ce travail, on l'avait idéalisé, et au final, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc du coup, on est embêté, hein, et il faut accepter l'idée de s'être trompé et qu'il faille changer, par exemple. On peut chercher du soutien social. Alors, la différence entre soutien et support, comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui vous supporte, grosso modo, c'est quelqu'un qui va dans votre sens et qui râle avec vous. Voilà. Ce prof est un con, et il vous répond: ah ouais, t'as raison, c'est un con. Quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui va rester objectif face à cette situation. C'est quelqu'un qui va vous dire: mais bon, ok, ton prof, ton patron, il te parle mal, mais toi, est-ce que ça te plaît vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu te comportes correctement? Est-ce que toi aussi tu cherches pas un peu? Est-ce que voilà, il va vous poser des questions, il va essayer ni d'être avec ni contre vous. Il va juste essayer de voilà, de vous faire voir les choses sous un autre angle qui va vous permettre à vous après d'être positif, de faire un choix, etc., etc. L'autodiscipline, c'est quelque chose d'assez fondamental dans notre vie, hein. C'est-à-dire que tant qu'on est jeune, on a nos parents et ils nous disent: fais ci, fais ça, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Et nous, on a cette espèce de guide qui est avec nous, qui est pratique, hein. Mais un jour, nos parents, ils peuvent plus nous aider. Et on n'a plus de guide. Et il faut devenir son propre parent. C'est-à-dire qu'il faut s'autodiscipliner. Il faut se dire: j'ai décidé je sais pas, de faire un régime, d'arrêter de fumer. C'est votre autodiscipline qui va vous permettre de tenir le coup. Vous êtes motivé, vous avez envie, vous avez machin, c'est quelque chose de dur, hein. Attention, hein, arrêter de fumer, ça n'a rien de facile, faire un régime, ça n'a rien de facile. Si, mais si vous autodisciplinez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à y arriver. Parce que personne va vous dire, hein, soyons très honnêtes, et puis franchement, est-ce qu'on en a envie d'avoir quelqu'un qui vient sur notre dos et qui nous dit: bah alors, tu fumes une clope? T'avais pas arrêté de fumer? Je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça. Et il faut le faire pour soi-même. Il faut se dire: non, tu as décidé d'arrêter de fumer, tu ne toucheras plus une cigarette. C'est tout. Après, voilà, chacun a son niveau d'autodiscipline. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une discipline de fer envers vous-même et de faire des choses qui vont vraiment vous pourrir la vie. Vous pouvez tout aussi bien juste vous dire: ok, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'une clope, je suis en train de péter un plomb, je fume une clope, mais c'est tout. C'est très dur, hein. Je vous le conseille pas d'ailleurs, hein. La cigarette, c'est une drogue, alors c'est encore autre chose. Mais dans un régime, prenons un régime, c'est peut-être plus approprié que la cigarette. Vous pouvez vous dire: allez, aujourd'hui, je mange quelque chose que j'ai pas le droit dans mon régime, un kebab, un McDo. Par contre, ce mois-ci, après, plus d'excès, hein, c'est terminé, je fais un excès. Mais voilà, vous allez vous donner votre compensation. Ou si vous résistez à quelque chose, vous allez à la boulangerie, vous achetez votre baguette de pain, par exemple, vous voyez un croissant, un gâteau qui vous plaît, vous avez envie de le manger, vous dites: non, je ne le fais pas. Ça, c'est votre autodiscipline qui parle. Après, derrière, vous pouvez vous auto-récompenser. C'est-à-dire, par exemple, vous dire: ok, j'ai dit non à ce gâteau, mais par contre, du coup, ce soir, je vais faire mon plat préféré, qui reste dans le cadre du régime, mais qui est ce que je préfère. Je vais me récompenser d'une certaine manière, ou je vais me récompenser autrement. Euh, Peu importe, hein, récompensez-vous comme vous voulez, c'est vous après tout, hein. Voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier mot, c'est entretenir. Il faut entretenir tout ce qu'on a vu avant. Et il faut le faire en permanence, en fait. Euh, il faut entretenir tout ça de façon à faire les choses. Et c'est quelque chose de primordial, c'est que faire un choix, c'est bien, mais si vous n'entretenez pas les choses, vous refaites un autre boulot, vous pouvez refaire les mêmes erreurs, etc. De nouveau être stressé. Voilà, il faut tirer des leçons de ce qui vous est arrivé, tout ça. Alors, les techniques de gestion du stress à long terme. Alors ça, c'est des techniques un petit peu particulières qui vont demander beaucoup d'investissement personnel, tout simplement. J'aurai pas de truc qui va être, hop, un petit miracle, faites ça, ça va marcher. Ça, j'en ai pas. C'est des choses longues qui demandent du temps, de la patience et surtout de vous découvrir vous-même, essentiellement. Prendre du temps avec soi. Donc ça, c'est-à-dire prendre du temps avec soi, c'est être tout seul,
sans distraction. C'est quelque chose qu'on fait rarement aujourd'hui. C'est-à-dire que on a toujours une distraction quelconque. Et notamment nos smartphones. On est constamment connecté, on a constamment quelque chose à faire et on a constamment une distraction sur nous. C'est super facile. Il est dans la poche, on le prend, on le sort, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, on peut toujours sortir son téléphone et on peut toujours trouver quelque chose à faire. Et pourquoi on le fait? Bah parce que notre cerveau déteste s'ennuyer. Il déteste ça. Il a besoin d'être stimulé en permanence par quelque chose. Donc si on s'ennuie, il va trouver une distraction. Donc prendre du temps pour soi, bah, c'est se couper de toute distraction. Télé, smartphone, livre, ça reste une distraction. Parler avec des gens, etc. Voilà, il faut se poser. Vous pouvez aller marcher, par exemple. Marcher côté de chez vous, hein, vous marchez pendant 1 heure. Et vous prenez aucune distraction. C'est-à-dire pas de musique, pas de livre audio, pas de téléphone. Hein, vous le mettez dans votre poche. Bon, on ne sait jamais hein, ce qui peut arriver. Voilà, l'autodiscipline. Je ne sors pas mon téléphone de ma poche pendant 7 heures. Et je passe du temps avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que je vais réfléchir, tout simplement. Alors, au début, il ne se passe rien. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il ne se passe absolument rien. Vous marchez, vous ennuyez. Et puis, au bout d'un moment, votre cerveau, bah, il n'aime pas s'ennuyer. Donc, il va faire ressurgir des choses. Et vous allez commencer à passer du temps avec vous-même. Cet être que vous connaissez peut-être le moins bien au monde, c'est vous. Très souvent, ça peut paraître bizarre, mais on connaît beaucoup mieux les autres que soi-même. Euh, Souvent, on se connaît pas bien. Voilà, on nous a pas appris à nous connaître. C'est pas quelque chose qui est ancré dans notre génération, hein. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants ont plus de facilité à se connaître eux-mêmes. Mais nous, on a plus tendance à nous faire rentrer dans un moule que vraiment à développer notre individualité et à se connaître nous-mêmes. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu le grand flou, c'est un petit peu le grand inconnu. Donc du coup, voilà, il faut prendre du temps avec soi pour arriver à gérer son stress et à gérer beaucoup d'autres choses dans votre vie d'ailleurs. Le stress est lié à beaucoup de choses d'ailleurs, hein, mais voilà, ça vous va vous apprendre réaliser des situations. Votre cerveau va faire revenir des problèmes que vous avez vécus à la surface. Vous allez vous remémorer des choses, des situations stressantes, etc. Et vous allez pouvoir les analyser. Mais ça prend du temps. Ça prend au moins 1 heure. Disons que, euh, alors, la source que j'ai utilisée pour faire ce cours, ils disent de prendre 1 heure par jour de temps avec soi-même. Alors, l'idéal, ce serait d'aller marcher 1 heure par jour. Ça nous ferait du bien physiquement, etc. On n'a pas forcément le temps, c'est pas forcément facile. Vous pouvez prendre un bain aussi, hein. Prenez un bain, vous enlevez tout, vous laissez juste la lumière, pas de musique, rien. Ça va faire le même effet. Après, prenez le temps comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre sur votre canapé, vous pouvez, tant qu'il n'y a pas de distraction et que vous ne cédez pas à la distraction, tout va bien. 1 heure par jour, c'est peut-être difficile. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie, hein. Si vous avez des études de médecine, prendre 1 heure par jour pour réfléchir sur soi-même, ça peut être quelque chose de très difficile. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc déjà, commencer par peut-être au moins 1 heure par semaine. Ça fait déjà beaucoup de bien d'arriver à prendre 1 heure par semaine. Si vous arrivez à faire plus, tant mieux. Si vous arrivez à faire 1 heure par jour, bah, ce sera plus rapide et plus efficace, hein, tout simplement aussi. Voilà, ça peut être très sympa. Faites comme vous pouvez, mais voilà, il faut. Et c'est au moins 1 heure d'affilée, parce que bah, déjà, il y a, on l'a dit, 10-15 minutes avant qu'il se passe quelque chose. 10-15 minutes où il y aura réellement de l'ennui, pur et dur. Euh, voilà, ça n'a rien d'agréable, donc du coup, 10-15 minutes. Si derrière, voilà, vous prenez qu'une demi-heure, ça va vous laisser qu'un quart d'heure en fait à réfléchir sur vous-même, c'est peu. Donc 1 heure, c'est bien. C'est bien pour faire ce genre de choses. Identifier la source véritable du stress. Donc là, on revient au ciné. C'est ça la source véritable du stress. C'est une de ces 4 catégories du ciné. Contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego. Et vous allez pouvoir déjà remettre dans cette case ce qui vous a stressé. Et parce qu'en soi, un examen, c'est pas stressant. C'est un examen. C'est un objet, un examen. C'est une chose. C'est pas stressant. Et donc, il faut remettre
cet examen? Qu'est-ce qui vous stresse dans cet examen? Est-ce que c'est le côté égo euh, de l'examen? Est-ce que c'est le côté imprévisibilité, vous ne connaissez pas le sujet? Est-ce que c'est le côté nouveauté? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu et que c'est ça qui m'effraie, c'est que je puisse tomber sur un sujet que je n'ai jamais vu? Est-ce que c'est le côté perte de contrôle? Bah voilà, je me retrouve dans un endroit que je connais pas, je gère rien, j'ai pas mes copains, j'ai pas mes repères, j'ai pas mes machins, j'ai l'impression de perdre le contrôle, etc. Classez ça dans votre truc. Et il faut vraiment classer tout ça. Un problème identifié est à moitié résolu. Bah, c'est-à-dire que quand on sait où est la véritable source du problème, par exemple, vous avez démarré des études de médecine et vous êtes toujours en train de vous prendre la tête avec votre prof, bah, la véritable source du problème, ça peut être qu'en fait, les études de médecine, ça vous plaît pas. Vous avez fait ça parce que papa est médecin, par exemple. Il veut que vous fassiez des études de médecine. euh, et en fait, le problème, c'est pas votre prof, c'est votre père. Ça peut arriver. C'est pas avec votre prof qu'il va falloir communiquer, c'est avec votre père. Et il va falloir lui dire, papa, je ne veux pas être médecin. Ça n'a rien de facile. Souvent, quand on le fait, on se dit, j'aurais dû le faire plus tôt. C'est très souvent, une fois qu'on a résolu le problème, hein, souvent, c'est compliqué. Mais voilà, identifier la véritable source du problème, ça peut être cette démarche-là. C'est un exemple un petit peu, un petit peu gros, hein. Regardez des films de Noël, vous en avez des tonnes, des trucs comme ça, où c'est un petit peu la même démarche, où on sait d'avance ce qui va se passer, et où on se dit, oh là là. Et en fait, bah, on le fait nous aussi. Ça peut nous paraître ridicule, c'est grossi, mais en réalité, on le fait. C'est ça qui est très absurde dans les films de Noël, c'est ce côté-là. Je dis ça parce qu'en ce moment, ma femme est en plein dans la période, j'adore Noël, je regarde plein de films de Noël, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté absurde, c'est que on regarde des gens résoudre des situations qu'on se dit, on aurait pu faire ça dès le départ, ça aurait été plus simple. Et la réalité, c'est qu'on n'y arrive pas nous-mêmes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut constater régulièrement. Développer la résilience. Alors la résilience, la résistance au stress. C'est-à-dire, bah, quand une situation me vient dessus, bah, soit je la répète, par exemple, une situation stressante, passer un examen, bah, plus j'enchaîne les examens et plus je deviens résilient et moins je suis stressé pour un examen. Un travail que je viens de démarrer, au début je suis très stressé, plus je le fais, plus je refais le truc et plus je vais développer une résistance au stress et à la fin, bah, ça me fait plus rien. Par exemple, si moi, par exemple, là, c'est mon premier cours, j'étais stressé avant de commencer à vous parler sur ce format-là. La prochaine fois, je pense que ça ira beaucoup mieux. Je verrai vos retours. J'aurai déjà des retours. Je pourrais me dire, ah oui, là, il y a ça qui peut être amélioré. Là, l'éclairage n'était pas top. Le son n'était pas bon. J'ai beaucoup bégayé. J'ai mis beaucoup de parce que j'en mets plein, etc. On m'a fait le retour. Je vais pouvoir travailler dessus, je vais pouvoir en faire quelque chose et ça va vous donner un cours de meilleure qualité. Et à force de refaire, bah, du coup, c'est quelque chose de naturel, d'instinctif. Hop, j'arrive, je fais, pif, et il n'y a plus de stress du tout. Ou vous pouvez rester dans quelque chose qui va continuer à vous stresser en permanence. Ça, vous verrez bien. Et c'est là qu'il faut faire des choix. Et si faire des vidéos YouTube à chaque fois, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse, et à chaque fois, le stress, il est plus grand. Il faut que je me dise, oula, je suis peut-être pas fait pour ça. Il faut peut-être que je fasse autre chose. Hygiène de vie. Alors ça, c'est un truc que vous pouvez mettre partout et qui malheureusement est essentiel. C'est-à-dire que avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Alors avoir une bonne hygiène de vie, c'est quoi? C'est manger sainement, c'est dormir de manière convenable, etc., etc. C'est ne pas d'être à l'heure, d'avoir des automatismes sur votre vie, etc., de vivre dans un appartement propre, de ce genre de choses. C'est beaucoup de choses, de faire du sport régulièrement, voilà, vous pouvez quasiment tout caser là-dedans, c'est voilà, faire du sport, bien dormir, bien manger, avoir de bonnes relations, ne pas être enfermé dans des relations compliquées, etc. Vous pouvez tout caser là-dedans. Ça peut paraître banal, mais c'est essentiel. Si vous dormez pas assez,
votre stress, il va être ingérable en fait. Alors, une bonne hygiène de vie, attention, c'est pas une vie chiante. Vous pouvez faire des excès, vous pouvez faire des écarts. Vous pouvez sortir faire la fête le samedi soir, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si votre hygiène de vie, c'est de vous coucher tous les jours à 4 heures du matin pour jouer aux jeux vidéo et de vous lever à 6 heures et vous dormez 2 heures par nuit, normalement, votre hygiène de vie, là, elle est mauvaise. C'est pas la même chose. Vous pouvez très bien le faire une ou deux fois dans le mois. C'est pas gênant. Vous faites un ou deux jours où vous faites ce genre de choses, vous avez envie de faire une activité, alors peu importe, hein, j'ai pris les jeux vidéo, vous pouvez prendre du sport, vous pouvez prendre euh, plein de choses. C'est comme quelqu'un qui se dit, moi je vais faire de la course à pied tous les jours. Vous allez vous niquer la santé. Vous n'avez pas vos temps de repos. Donc, c'est pas une bonne chose. Il faut au moins un jour de sport, un jour de repos, voire deux. Euh, Ça dépend un petit peu de votre corps. Écoutez-vous, c'est pas un souci. Mais voilà, avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Et avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas être enfermé dans une vie toujours rangée, toujours. Non, vous avez le droit à des excès, vous avez le droit à des écarts. Mais ça veut dire que 80-90% du temps, vous devez respecter une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger, faire du sport, avoir un appartement propre, prendre soin de vous, vous habiller correctement, vous faire plaisir en vous habillant, euh, avoir des relations amicales, amoureuses, familiales, saines, etc., etc., etc. Et tout ça, ça va vous aider à résoudre votre stress. Tout simplement. Et des fois, voilà, si vous avez un oncle qui vous stresse parce qu'il tient des propos complètement en dehors de ce que vous pensez et que vous vous dites, mon Dieu, encore que je le vois, j'en peux plus, bah, au bout d'un moment, il faut faire peut-être le choix d'arrêter de le voir. Ou de pas l'écouter, de pas lui répondre, de prendre du recul, d'être résilient à ça et de se dire, écoute, parle, parle. Je te réponds plus, je t'ignore, je vais dans mon coin quand t'es là, et puis voilà. Imaginez un plan B. Je ne sais pas pourquoi il est apparu après. Désolé. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qui très souvent est salvateur. Que vous le mettiez en action ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que vous faites des études de médecine. Vous en avez marre. Vous savez pas si ça vous plaît, etc. Et vous vous dites sur quoi je pourrais me rediriger si jamais je tiens plus le coup. Eh ben, des études de droit, j'aime bien le droit aussi, il y a beaucoup à apprendre, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît quand même. On a fait très simple, on a été très vite, on a fait le machin. Euh, Ça peut être suffisant. Et des fois, vous imaginez ce plan-là, vous vous dites, ouais, eh ben si la médecine, j'en peux plus, vraiment, je fais du droit. Et au final, vous restez en médecine et vous jamais vous faites de droit. Parce que du coup, vous avez dit, j'ai une solution. Si jamais je n'en peux plus, c'est pas que la médecine ça vous plaisait pas au final. C'est que vous avez passé une période difficile. Parce que des fois, vous êtes dans une mauvaise passe, vous avez l'impression de ne plus en pouvoir de vos études, de votre travail, de votre copain, de votre copine. Et en fait, c'est juste que vous êtes pas bien en ce moment et vous avez la possibilité de faire autre chose. Et d'imaginer un plan B, peu importe qu'il soit un jour ou non mis en action, ça vous permet d'aller mieux. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, imaginer un plan B, c'est important. C'est important parce que des fois, ça suffit à vous faire juste aller mieux et à remettre les choses à leur place et à faire redescendre un gros niveau de stress. Technique de gestion de stress à court terme. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire de manière immédiate pour faire diminuer notre stress. Chacun a un petit peu son truc. Chacun voit midi à sa porte, mais voilà. Je ne suis pas en danger. Alors il faut rappeler à notre cerveau, on n'est pas en train de chasser le mammouth, il va pas nous charger, on va pas mourir. Quand je suis en train de passer un examen, quand je suis à un rencard, il n'y a pas de danger. Hein. Ce qui va m'arriver, c'est pas grave. Mais votre cerveau, il ne sait pas. Pour lui, votre cerveau, si vous avez peur d'une situation, si vous êtes en colère face à une situation, etc., pour lui, il doit combattre ou fuir. Peu importe ce qui se passe, pour lui, c'est deux solutions. C'est blanc ou c'est noir. Je lui tape dessus ou je m'en vais. Bon, quand vous êtes à un rencard, c'est pas super pratique. Ça pourrait mal se passer. Donc du coup, il faut quand même
rappeler à votre cerveau que bah, vous êtes là pour le plaisir. Car amoureux, c'est plaisant. Donc du coup, il faut lui rappeler voilà, que vous n'êtes pas en danger, mais bien dans une situation sympa. Utiliser l'énergie mobilisée. Alors ça, voilà, on a dit, quand on stresse, on transforme toutes les ressources de notre corps en énergie et vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez faire de l'exercice, etc. Donc, il y a la voie sportive, il y a aussi la voie intellectuelle. Ne la négligez pas. Utiliser de l'énergie intellectuellement, c'est faisable. Vous pouvez faire du dessin, vous pouvez lire, vous pouvez lire à voix haute. Lire à voix haute, votre cerveau est carbure. C'est pas quelque chose de facile. Prenez un livre, lisez-le à voix haute, vous allez voir. C'est pas quelque chose de facile. Vous allez bafouiller, vous allez, etc. Et votre cerveau, il travaille à fond parce qu'il fait la lecture, qui est déjà une activité qui le stimule et qui lui fait beaucoup de choses, et vous parlez en même temps. Et vous devez le faire sans vous tromper, en respectant les virgules, les points, les liaisons, les machins. Ça n'a rien de facile. Donc voilà, c'est des façons d'utiliser votre énergie. Trouvez la vôtre. Celle qui vous plaît, celle qui vous fait kiffer, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Euh, Si votre truc c'est le sport, faites du sport. Voilà, vous adorez courir, courez. Vous avez un examen, vous sentez le stress monter, courez, courez. Ça va vous faire du bien. Euh, vous adorez dessiner, dessinez. Alors, Euh, mais faites un truc complexe. Si vous dessinez, voilà, faites pas un gribouillage ou un truc automatique où vous pensez à rien. Non, faites un truc vraiment complexe qui vous oblige à vous concentrer. Voilà, enfin, c'est pas pour vous, mais je pense que c'est quand même pareil. Moi, quand je me concentre sur quelque chose, j'aime écrire, j'aime dessiner, j'aime faire plein de trucs. Quand je me concentre sur ces trucs-là, il n'y a plus rien autour de moi. Il peut se passer plein de trucs autour, rentrer à fond, et voilà, il y a plus rien. Donc ça, c'est faites quelque chose de complexe, voilà, tout simplement. Amusez-vous, jouez à un truc avec vos copains. Vous êtes en train d'attendre pour passer un examen, vous avez certainement un pote avec vous. Allez-y, quoi. Allez-y et faites votre truc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, amusez-vous, jouez au ballon ensemble, jouez à un jeu, je sais pas, un jeu de société, à pierre, feuille, ciseaux, ce que vous voulez. Le fait de s'amuser va nous détendre. Si on s'amuse, il n'y a aucune raison de stresser. Et en gros, on berne notre cerveau, on est en train de lui faire croire que tout va bien. Euh, et c'est le cas, tout va bien. Nous, on est stressé parce que... Mais c'est du stress moderne. Votre cerveau, il est fait pour stresser pour des situations ancestrales. Pas pour stresser pour un examen, du permis de conduire, pour un rencard amoureux. Ils sont stressés pour ça, pour lui. Soyez bienveillant. Donc la bienveillance, c'est simplement, il y a plusieurs façons d'être bienveillant. Vous pouvez rassurer le copain qui est stressé à côté de vous. C'est bête, mais vous êtes bienveillant. Et vous, ça vous fait diminuer votre propre niveau de stress. Lui, ça va peut-être l'aider. Et vous aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous vous rassurez mutuellement. Mais non, mais regarde, ça on le sait, tu te rappelles, on l'a vu en cours, machin, t'inquiète pas. Euh, Peu importe, hein. Voilà, soyez bienveillant. Vous pouvez penser aussi à des choses bienveillantes. Simplement, si vous êtes tout seul, vous attendez votre entretien d'embauche, vous êtes tout seul, assis sur une chaise, il n'y a rien autour de vous, vous ne pouvez pas vous permettre de faire quoi que ce soit, pensez à des choses bienveillantes. Ça peut être bien. Hein, voilà. Vous pouvez dire, par exemple, voilà, vous êtes coincé sur une chaise dans une salle d'attente pour parler à peut-être un futur patron. Ça va être compliqué d'aller courir, ça va être compliqué de vous amuser. Vous allez plutôt rester assis sur votre chaise et attendre le moment où ça vient. Par contre, rien ne vous empêche de rappeler à votre cerveau que vous n'êtes pas en train de chasser un mammouth et de penser à des choses bienveillantes, de penser ah bah tiens, peut-être qu'après je pourrais appeler ma grand-mère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée, ça va lui faire plaisir. Penser à quelque chose de bienveillant. Prévoyez de faire quelque chose de bienveillant. Ça fait redescendre le stress. Donc ça, c'est des solutions immédiates qui peuvent vous aider à diminuer le niveau de stress. Chacun à la sienne. Faites votre sauce, hein, tout simplement. Testez plein de trucs, tout simplement. Essayez, trouvez ce qui vous correspond le mieux. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais ça vous aidera.
Et sur le long terme, voilà, il faut se connaître soi-même, en fait, tout simplement. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc, identifier le stress, donc classez-le déjà dans le ciné. Contrôle, imprévisibilité, nouveauté et perte d'ego. Ensuite, trouver la source, la vraie source du stress. Donc, je vous ai donné plein d'exemples. Donc, ça, c'est primordial. C'est une des premières choses. Il faut vivre avec le stress. Vous serez stressé toute votre vie pour diverses situations. Voilà, vous serez stressé toute votre vie vous serez stressé toute votre vie. Toute votre vie, vous allez rencontrer des situations stressantes. Sachez-le, il va falloir vivre avec. À vous de trouver vos propres méthodes pour vivre avec. Utilisez votre corps d'une manière ou d'une autre. Donc on l'a vu, hein, il y a plein de voies sportives, intellectuelles, s'amuser, etc., etc. Voilà, utilisez l'énergie de votre corps. Écoutez votre corps, tout simplement, hein. Votre corps, s'il vous dit quelque chose, écoutez-le. N'allez pas contre lui. Il a raison. Il a toujours raison parce que il réfléchit pas. Il réfléchit pas. Il est juste, c'est une machine. Donc voilà, il a raison. Écoutez-le. Et prendre du recul face à une situation. Donc ça, c'est se mettre en retrait, se dire ouais, là, machin, etc. Être objectif, tout ça. Euh, pour faire toutes ces choses-là, donc on se met de loin, on regarde la situation de manière objective, on se dit ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai pas fait ça bien, ou bah, en fait, moi j'ai tout fait bien, mais lui il est jamais content, ou, etc., etc. Alors ça, c'est un petit questionnaire, donc je peux vous mettre le lien dans la description de la vidéo, je pense que je vais faire ça. Comme ça, vous allez pouvoir le faire et ça va vous permettre de vous tester et de savoir qu'est-ce qui vous stresse, si c'est plutôt la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je sais que j'ai oublié plein de choses. Je pense que j'ai oublié plein de choses. De toute façon, bah, dès qu'on pourra, on refera des cours en salle. Si les cours en ligne, ça vous plaît, je mettrai peut-être en place des cours en visio pour qu'ils soient plus personnalisés, tout simplement. Là, voilà, c'est un cours général. J'ai essayé de pas faire trop long. Il va y avoir une grosse heure de vidéo. Je sais pas si vous irez au bout de la vidéo. J'espère. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire, voilà, si c'est bien, pas bien, si je parle trop vite, si je parle trop fort, si je parle, voilà, tout ce qui va pas. Vraiment, n'hésitez pas. Ça va pas me faire de la peine. Ça va juste me permettre d'avancer. Ça va me permettre de faire de meilleurs cours à chaque fois. Ça va me motiver. Voilà, allez-y. Mettez des commentaires constructifs. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a paru bizarre, pas bizarre, ce que vous avez aimé, pas aimé. Vraiment, allez-y. Que ce soit dans le positif, dans le négatif. Mais voilà, n'hésitez pas. Faites-le, s'il vous plaît. C'est pour vous aussi que vous le faites au final, hein. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour me faire plaisir. C'est vraiment pour faire des cours les mieux possible, au maximum. Je vais certainement couper des petits trucs dans le montage. Je vais voir ce que je monte pas, si je mets une musique de fond, si j'en mets pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que là, je vais pas en mettre de musique de fond. Et on verra sur les suivantes si vous en voulez une ou pas. On va voir ce que ça donne. Je pourrais toujours remonter la vidéo derrière. Je pense que j'ai oublié de dire plein de choses. Mais voilà, c'est le problème d'être tout seul. C'est que bah, du coup, souvent quand on interagit avec les gens, on peut aller plus loin. C'est pas grave. Au final, c'est pas grave. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire aussi ou contactez-nous voilà, par mail à l'auto-école. J'y réponds, hein. Je vous répondrai, il n'y aura aucun souci. Si vous avez ouais, des questions, en fait, tout simplement, allez-y dans les commentaires, allez-y en mail, venez nous voir à l'auto-école, posez des questions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ferai d'autres cours, j'en ferai qui seront plus ciblés sécurité, enfin code de la route, voilà, hein, qui seront vraiment ciblés sur la théorie. J'en ferai d'autres un petit peu comme ça. J'ai commencé par celui-là parce que bah, c'est un cours que j'avais déjà pratiqué en salle et qui me plaît bien aussi, hein, que je devais faire là pendant le confinement. Finalement, j'ai pas spécialement eu, enfin, j'ai pas pu le faire en salle à cause du confinement. Et pendant le confinement, j'ai beaucoup traîné pour les mettre en place.
J'ai mis beaucoup de temps à me lancer, mais voilà, c'est fait. Donc c'est déjà bien, j'ai réussi. J'ai réussi à les faire, même si c'est pas dans le délai que j'avais espéré au départ. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager, à laisser un pouce bleu. Alors je sais qu'on vous le répète sur chaque vidéo YouTube, mais voilà, bah nous, ça nous aide aussi, ça nous donne de la visibilité, ça va peut-être aider des gens autour de vous, et j'attends vos retours avec impatience. Bonne journée à tous, à bientôt. Le prochain cours de ce thème-là que je ferai, je pense que ce sera la gestion des influences. Et le cours sur code de la route, je pense que je ferai euh, alcool, drogue, un classique. Je ferai alcool, drogue. Et alors sinon, pour les nouvelles de l'auto-école, donc là, on va pouvoir rouvrir quand le confinement sera terminé, donc à partir du 28. On va pouvoir rouvrir. Par contre, il n'y aura pas de cours en salle. Il n'y aura que des cours en ligne. Donc des cours sous ce format-là. Je verrai comment je ferai. Je vais essayer de faire au maximum. Utilisez votre code sur Internet. Je pense que ça va durer longtemps. On en a au moins jusqu'à... Bah, le président, il a dit mi-janvier minimum, hein. Mi-janvier minimum. Donc là, vous avez au moins presque 2 mois, hein, sans pouvoir faire les cours en salle. Donc c'est pour ça, bah, j'essaye de mettre ça en place le mieux possible. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez été jusqu'au bout, si vous n'y avez pas été, merci quand même. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté ce que vous avez écouté, c'est le principal. Et à bientôt, j'espère.